sera pas aussi nombreux, c'est sûr. Donc finalement, le changement d'horaire concerne un nombre assez restreint de personnes, j'ai l'impression. Donc bon, c'est pas plus mal. Ok. Bon, je pense que tout le monde est connecté, hein, vu le nombre qu'on est. Évidemment, donc là, je vous le dis à vous parce que vous ne l'aurez pas sur votre emploi du temps, mais donc notre groupe va être déplacé à partir de la semaine prochaine. L'horaire va être déplacé au vendredi 8h. Donc évidemment, c'est toujours possible si pour une raison X ou Y, le jeudi à 9h30, vous ne pouvez pas assister au cours, je sais pas, parce que vous avez un rendez-vous médical ou autre chose, vous pouvez exceptionnellement vous connecter au TD du vendredi si vous n'avez pas cours à ce moment-là. Hein. C'est toujours possible, comme en phonologie. S'il y a des semaines où vous ne pouvez pas assister à votre TD normal, enfin habituel, bah, c'est pas grave, vous assistez à un autre TD la fois suivante. Ok, non, pardon. Je vérifiais, je pensais avoir reçu un mail d'une étudiante du groupe, mais en fait, non, je ne sais pas qui c'est. Bon, bref, peu importe. Alors, donc, on va reprendre les phrases de TD. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Excusez-moi, vous l'aurez peut-être remarqué aussi pendant le TD, je fais des allers-retours parce que je surveille quelque chose en même temps. Bon, ok. Vous l'avez peut-être remarqué pendant le CM, parfois ma voix, elle paraissait peut-être un peu plus distante parce que je fais des allers-retours entre deux pièces pour surveiller quelque chose en même temps. Donc voilà, désolée. Alors, le TD, donc on avait terminé la phrase 5, si je me souviens bien. Donc, pourrez-vous rentrer chez vous pour le déjeuner quand vous serez dans cette école? Et donc, on avait vu que ici, donc qu'il était préférable d'utiliser will you be able to go home, etc. Et surtout, ce qui était important ici, c'était le fait qu'on n'utilise pas will dans les circonstanciels de temps. Une circonstancielle de temps étant un repère temporel, un repère ayant besoin d'être sûr, on ne peut pas mettre de doute, donc on ne peut pas mettre will dans les circonstanciels de temps. Normalement, on avait terminé cette phrase, hein, si je me souviens bien. On passe donc à la phrase suivante. Donc, il faut acheter des bouteilles pour le dîner. Tu y vas ou j'y vais? Est-ce que quelqu'un veut proposer une solution, enfin ce qu'il a fait pour cette phrase-là? Alors, Mathilde propose We have to buy bottles for dinner. You go or I go. Ok. Est-ce que quelqu'un a mis autre chose? Et on va commenter hein, les différentes propositions, voir si tout est possible, quelles sont les différences, parce qu'ici, vous pouviez penser à plusieurs choses. Alors, Elisa propose We need to buy bottles for dinner. Donc, on a déjà deux solutions have to, need to. Who is going to the store, me or you? Ok. Est-ce que quelqu'un a proposé autre chose pour la première partie de la phrase, enfin pour la première phrase? Il faut acheter des bouteilles pour le dîner. J'imagine que c'est we have to, Camille. Buy bottles for dinner. Do you go or I go? Ok. Drinks à la place de bottles. Oui, pourquoi pas. Donc tout le monde a utilisé need to ou have to. Ok, donc c'est plus sur la deuxième phrase que vous avez plein de solutions différentes. On va d'abord parler donc de la première phrase, puisque j'ai l'impression que c'est plus évident pour vous. À nouveau, si quelqu'un a mis autre chose que need to ou have to, n'hésitez pas à le dire et on va en discuter. Alors, ici, donc personne n'a mis autre chose avant que je donne la solution. Il faut acheter des bouteilles pour le dîner. Alors, pourquoi vous avez pensé à need to ou have to? Comment vous le justifiez? Vous pouvez justifier de façon très simple. Hein. Comment vous justifiez l'emploi de need to ou have to?
Need to, car on ne peut pas faire sans. C'est pas obligatoire, mais logique. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement. Alors, oui, c'est pas une obligation dans le sens, c'est pas un ordre, mais effectivement, c'est une nécessité ici, en fait, matérielle, tout simplement. Que ce soit si on est invité à dîner quelque part, on amène une bouteille en guise de, voilà, comme un bouquet de fleurs, par exemple. Ok. Ou si c'est nous qui invitons à dîner les gens et que on n'a plus à boire, bah voilà, c'est une nécessité objective, une nécessité due aux circonstances. On n'a plus de bouteille, il faut en racheter pour le dîner. Point. Ok. Donc oui, effectivement, need to c'était possible et c'est comme ça qu'on le justifie parce que on a une nécessité, oh décidément, une nécessité objective. Donc c'est pas un ordre. D'accord. Donc, c'est pourquoi, ici, we must, ça fonctionnait pas forcément très bien. We must buy bottles for dinner. Alors, c'est pas agrammatical, hein, mais si on avait must, on serait dans un contexte où c'est dramatisé. Donc, par exemple, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai fait ma liste de courses, je suis en train de passer à la caisse, et puis là, d'un seul coup, oh, mince, on a oublié, we must buy bottles. Vous voyez, must, là, ce serait vraiment vécu de façon dramatique. Donc bon, il faudrait un contexte quand même très particulier. Donc c'était pas l'idéal ici. Donc, personne ne l'a proposé dans le fil de discussion, mais si jamais vous aviez mis must, ici, c'est pas du tout la meilleure solution. Donc need to, ça marchait. Est-ce que have to fonctionnait aussi ou pas par rapport à l'explication que je viens de donner? Alors, bon, effectivement, c'est moins bien que need to. Ce n'est pas une obligation, donc non. Alors, la nécessité et l'obligation se rapprochent quand même. Je vous rappelle que have to, c'est l'obligation due aux circonstances. C'est pas un ordre, c'est une obligation, rappelez, une obligation objective, due aux circonstances. Donc ici, you may have, c'est normal car on les a invités, il faut acheter. Voilà, c'est ça. Donc ici, si vraiment on n'a plus du tout de bouteilles, on n'a plus du tout de boissons, bah on est en quelque sorte obligé d'en racheter quand même. Vous imaginez, vous, avoir des invités chez vous sans avoir à boire? Pas possible. Donc, en quelque sorte, on est obligé. C'est pas quelqu'un qui nous donne un ordre. Donc, c'est pas une obligation dans le sens injonction, ordre. C'est une obligation due aux circonstances. D'accord? Donc, effectivement, need to était meilleur que have to dans le sens où on a une nécessité, effectivement. Mais have to, c'était possible aussi, hein, même si, enfin, voilà, comment dire? Les règles sociales font que quand on invite des gens, on leur offre à boire. Donc, il faut avoir à boire. Vous voyez? Donc, have to était possible aussi. C'était pas la meilleure solution à nouveau, mais ça pouvait fonctionner. C'était mieux que must, en tout cas. Ok? Donc là, pour la première partie de la phrase, hein, donc je répète l'explication. La meilleure solution, c'était we need to buy bottles ou drinks, c'était une bonne idée, pour dinner. We have to était possible aussi. Donc, ici, pourquoi on a need to ou éventuellement have to? Parce qu'on a une nécessité objective. Une nécessité ou une obligation due aux circonstances. Il n'y a plus de bouteilles, on a des invités, donc il faut en racheter. Donc là, c'est la situation qu'il demande. Alors,
maintenant, on va s'intéresser à la deuxième phrase et je remonte pour voir vos propositions. Alors, donc, plusieurs propositions pour cette deuxième phrase. You go or I go. Who is going to the store, me or you? Do you go or I go? Are you going or am I? Are you going or should I? Autre proposition que Clémence vient de donner. Alors, on va les prendre une par une hein, pour dire si elles sont bonnes ou pas, parce que ici, les comparer, il y en a tellement que comparer tout ensemble, ça va être compliqué. Attendez, je regarde tout quand même pour voir si je peux en rassembler. Who is going to the store? Me or you? Je réfléchis à une de vos propositions. Alors, Elisa, votre proposition, elle est très orale en fait. Who is going to the store? Pourquoi pas en fait vous interprétez hein, le sens. Donc, who is going to the store? Am I or are you? Si vous dites me or you, alors à l'oral pourquoi pas? Hein, on pourra, enfin un anglophone pourra dire ça à l'oral, je pense. Quoique c'est un petit peu maladroit quand même, mais c'est surtout très très oral. Donc, si vous voulez utiliser who is going to the store, on aura derrière am I or are you? Plutôt d'ailleurs are you or am I? Donc, comme vous dites who is going, il faut reprendre l'auxiliaire be, donc am I or are you? Ensuite, donc on a des propositions qui se ressemblent un petit peu. On a donc la proposition de, c'était Mathilde, j'ai plus le prénom là. Oui, Mathilde qui dit you go or I go. Camille qui dit quelque chose de similaire. Do you go or I go? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Margot, finalement, propose quelque chose qui se ressemble aussi un petit peu. Are you going or am I? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, si on compare you go or I go et do you go or I go, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors attention, pas your go, mais you go, hein, sans le apostrophe RE. Quoi? Car c'est sûr, l'un de Je suis nous en cours, hein? Je suis en cours. Ok. Alors, si je reprends donc je suis en cours jusqu'à 11h. You go or I go, donc proposé par plusieurs personnes. Si je reprends ce que Camille a proposé, do you go or I go, ici, ce que je voulais vous faire dire, c'est que ça fonctionne pas parce qu'on a la structure n'est pas parallèle. Do you go or do I go? C'est très lourd, Quoi? mais là, grammaticalement, ça marchait. Mais do you go or I go, ça va pas. Ouais, Ça fait, peut-être. on a dans la première proposition avant le or, on a do you, donc une forme inversée avec un auxiliaire, et dans la deuxième, on a I go sans auxiliaire. Donc, il faudrait répéter le do. Do you go or do I go? Et do you go or I go, ça va pas. Donc, cette proposition-là ne fonctionne pas. Je répète pourquoi. Donc, la proposition de Camille qui était do you go or I go ne fonctionne pas parce qu'on a, c'est pas parallèle, ça ne va pas. Il faudrait do you go or do I go pour que ça fonctionne. Vous voyez, on ne peut pas ici mettre l'auxiliaire do qui fonctionnera pour les deux propositions. Ça ne fonctionne pas. Et donc, si on rajoute le do des deux côtés, ça fait lourd. Donc là, stylistiquement, ça ne marche pas. Grammaticalement, avec un seul do, ça ne marche pas. Et si on rajoute un deuxième do you go or do I go, grammaticalement, ça marche mieux, mais c'est lourd. Donc, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, ça nous enlève une proposition. Il nous reste donc you go or I go. Are you going or am I? Et tout à l'heure, on a une autre proposition qu'il faut que je retrouve. Are you going or should I? Qu'est-ce que vous en pensez de ces trois propositions? Donc, est-ce qu'on aura plutôt du présent simple, you go or I go, ou du be plus ing,
Are you going or am I? Je crois que c'était ça qui était proposé. Et après, on parlera du should. Pourquoi B plus ING, Reda? B plus ING parce que c'est une action déjà qui est proche, parce que la personne va partir faire les courses dans quelques minutes déjà. Et en plus, moi, je me vois pas dire ça au présent. Ça paraît lourd. Si je devais dire ça, je dirais au continu. Ok. Alors, effectivement, hein, non, vous sentez. Alors, c'est pas une histoire de culture proche ou autre, mais effectivement, on sent que c'est pas naturel en anglais. Attendez que je retrouve la forme. You go or I go. Ça fait très français, finalement. Très oral, déjà. Bon, ici, on imagine que c'est dans un contexte oral. Hein, et puis, bon, tu y vas ou j'y vais, ça sonne oral aussi, donc pourquoi pas. Hein. On pouvait avoir une forme orale, mais you go or I go, effectivement, ça ne fonctionne pas. Parce que on a une question, on a une projection dans l'avenir. Alors certes, on peut se projeter dans l'avenir avec du présent simple, hein, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit, enfin je crois vous l'avoir dit. En général, on aura du présent simple pour se projeter dans l'avenir, pour énoncer quelque chose qui est planifié, qui ne peut pas être contrecarré. Donc c'est assez. Là, l'utilisation du présent simple dans cette phrase-là, elle est assez étrange. Hein, donc c'est pas ce qui fonctionnait le mieux. Donc effectivement, le be plus ing. Are you going or am I? Pourquoi pas? Oui. Parce qu'à nouveau, on fait une demande au co-énonciateur. Donc, est-ce que tu veux bien y aller ou est-ce que je dois y aller? Donc, il y a intervention quand même assez forte de l'énonciateur. Donc là, ça peut se transparaître dans le ing. Are you going? Donc, tu décides d'y aller ou je dois y aller, finalement. Donc là, on aurait peut-être presque avec le ing pas un effet de sens de reproche, mais sous-entendu, bon, décide-toi, quoi. Faut me le dire, est-ce que je dois y aller? Donc, est-ce que tu vas finalement y aller ou est-ce que j'y vais? Donc, voilà, on aura un petit peu cet effet de sens-là. Ça peut marcher, là, ici, hein, dans le contexte, ça marche. Alors, quelqu'un d'autre a proposé, attendez, du coup, je redescends. Are you going or should I? Qu'est-ce que vous pensez du should? Donc ici, hein, avec le ing are you going, c'est en gros, on a cette idée de préconstruit. À nouveau, il y a toujours du préconstruit avec ing. Donc, veux-tu bien y aller en fait? Est-ce que dans ta tête, tu y as réfléchi et que tu es prêt à y aller? Donc, il y a vraiment cette idée-là avec le ing. Qu'est-ce que vous pensez du should? Should et aspect, ça ne fonctionne pas. On utilise un autre modal. Quel autre modal vous auriez utilisé? Je suis pas sûre de bien comprendre. Ah, vous voulez dire peut-être un modal en début de phrase ou un autre modal à la place du should? Un autre modal à la place du should, ce sera quoi? En pleine réflexion, ok. Will, donc ça donnerait, proposé par quelqu'un d'autre, par Farah. Are you going or will I? Je le note, je l'ajoute aux propositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas facile cette phrase, hein, donc c'est pour ça qu'on s'arrête dessus et qu'on y réfléchit, parce qu'elle n'est pas facile à traduire. Donc, are you going or am I? Ça marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Are you going or should I? Are you going or will I?
Non, ça, non. Alors, effectivement, avec will, non, ça ne fonctionne pas. On va voir pourquoi après. Le should pourrait impliquer que l'énonciateur n'a pas vraiment envie d'y aller. Alors, effectivement, avec be plus ing dans la première phrase et should, enfin dans la première partie de la phrase et should dans la deuxième, là pour le coup le ing il aurait un sens de reproche. Are you going or should I? C'est sous-entendu bon, tu te bouges ou est-ce que je vais devoir y aller moi? Vous voyez? Donc c'est un peu, ça sous-entend un peu ça. Si on mixe le be plus ing en première partie de phrase et should dans la deuxième. Donc c'est possible, hein, grammaticalement, ça marche. Are you going or should I? Pourquoi pas? Mais ouais, on a un petit peu ce sens de, avec le be plus ing plus le should à la fin, on a un peu cette idée de reproche du ing qui apparaît là, à cause de l'ajout du should. Donc là, ce serait vraiment, en gros, ça fait plusieurs fois que je te le dis, il faut acheter des bouteilles, t'es toujours pas parti, donc est-ce qu'il va falloir que j'y aille à ta place, quoi. Donc c'est un petit peu, ça aurait un petit peu ce sens-là. Donc bon, pourquoi pas, hein, ici on n'a pas de contexte précis, donc pourquoi pas. Il y avait une autre possibilité pour la première partie de la phrase, pour le Are you going? Donc réfléchissez comment on pourrait reformuler cette phrase en remplaçant Are you going par autre chose. En gardant le should à la fin. Would you or should I? Ok, alors deux solutions ici. Donc je tape la phrase en entier pour les deux solutions. Donc, would you go or should I? Et autre proposition par human. Will you go or should I? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Celle de human est mieux. Pourquoi? Parce que l'énonciateur demande un service. C'est vrai. Oui, alors effectivement, comme je vois que là, j'ai l'impression que ça sèche un petit peu partout, vous n'avez pas trop d'idées, enfin j'ai l'impression, vous êtes en pleine réflexion, ce qui serait très bien. Effectivement, ici, le sens de cette phrase, tu y vas ou j'y vais, c'est en gros, as-tu la volonté d'y aller? Es-tu d'accord pour y aller? Vas-tu y aller sans problème ou veux-tu que j'y aille? Donc ici, effectivement, l'énonciateur demande en quelque sorte, alors pas forcément un service, mais il demande au co-énonciateur, bon bah clairement, as-tu la volonté d'y aller? Es-tu prêt à y aller? D'accord? Donc si vraiment c'était, est-ce que tu veux bien me rendre ce service et y aller? Would you go? Ou could you go? Oui. Ici, là, c'est vraiment, c'est pas est-ce que tu peux me rendre ce service et y aller à ma place, c'est veux-tu y aller ou pas? Si tu veux pas, j'y vais. Donc, c'est pour ça que will, effectivement, fonctionne bien. Donc, ici, la meilleure solution, are you going or am I? Ça pouvait marcher, hein, mais comme on travaille sur les modaux, bah, c'est mieux si on utilise un modal. Et en plus, alors, du coup, c'est moins oral, hein, c'est une phrase qui sera plus
on va pas dire dans un style soutenu, mais plus soutenu quand même que are you going or am I. Mais donc, meilleure solution ici, will you go or should I, ou même shall I. Et là, pour le coup, ce sera plus soutenu. Enfin, ce sera surtout plus britannique. Will you go or shall I? Will you go or should I? Alors, si on mettait would à l'examen, on aurait eu tous les points quand même si c'est pas la meilleure solution. Attendez, je relis bien la phrase pour ne pas vous dire de bêtises. We need to buy bottles for dinner. Would you go or should I? Si vous n'aviez pas eu de contexte en plus, would, oui, ça aurait passé à l'examen. Par contre, si je vous donnais un contexte plus détaillé dans lequel vous comprenez bien que c'est pas veux-tu bien me rendre service, etc., non, ce serait pas bon. D'accord? Mais là, sans plus de contexte, oui, ça passe. Si on utilisait BibUCNG, on serait dans une donnée subjective, comme vous avez dit, mais ici, on s'intéresse à l'avis du COE. Ouais. Alors, oui, avec les modaux, on est aussi dans le subjectif. Un modal est toujours subjectif. Dans les deux cas, on a du subjectif. Mais effectivement, avec du B plus ING, comme je vous l'ai dit, avec B plus ING plus should après, on pourrait avoir facilement un effet de sens de reproche. On pourrait le comprendre comme ça, en tout cas. Le co-énonciateur pourrait le comprendre de cette façon-là. Alors qu'avec les modaux, on aura vraiment, donc avec will, un effet de sens de demande. Donc, as-tu la volonté de réaliser la RP? Je te le demande, concrètement. Et should I ou shall I, je propose, je t'offre d'y aller à ta place si tu n'y vas pas. Ok? Donc ici, si je fais le commentaire de tout ça de façon plus claire et plus construite, donc on aura will avec la deuxième personne du singulier. On aurait pu avoir du pluriel, hein, deuxième personne du pluriel. Et shall ou should avec la première personne. Donc ici du singulier, on aurait pu aussi avoir du pluriel. Donc will avec deuxième personne du singulier et shall ou should avec la première personne du singulier. Attention, donc les deux ne sont pas interchangeables. On ne pouvait pas avoir should you go or will I. Là, non, ça ne marche pas du tout. Donc les deux ne sont pas interchangeables. Alors, donc avec la première personne du singulier, on va utiliser shall et donc should aussi. Hein. Should, je vous rappelle que c'est shall plus ed, donc c'est plus ou moins la même chose. Donc, avec la première personne, du singulier ou du pluriel, on utilise shall dans les questions. Bon, j'aurais dû laisser avec la première personne du singulier à la fin de ma phrase, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec la première personne du singulier, on utilisera shall dans les questions qui sont des offres ou des interrogations sur ce qui est souhaitable de faire. Donc, à la première personne du singulier, on va utiliser shall dans les questions qui sont des offres ou des interrogations sur ce qui est souhaitable de faire. Donc, en gros, shall s'utilisera souvent avec la première personne du singulier dans les questions. Quand on a ce sens d'offre, hein, de questions, d'interrogation sur ce qui est souhaitable de faire, ce sera toujours avec la première personne du singulier ou du pluriel. Alors, donc, cette utilisation de shall est surtout vraie en anglais britannique. Cette utilisation de shall est surtout vraie en anglais britannique. En gros, shall s'utilise comme ça, surtout en anglais britannique. Mais cette forme se fait de plus en plus rare. Donc, shall, le modal shall se fait de plus en plus rare. De toute façon, là, vous n'avez pas pensé à l'utiliser parce que vous ne l'entendez jamais. Donc,
ce modal se fait de plus en plus rare et donc en réalité, il sera souvent remplacé par should. Donc, toujours dans le même contexte, on utilisera plus souvent should. Donc, pour la première partie de la question, will you go? Donc, il s'agit ici d'une question sur la volonté du coénonciateur à réaliser l'ARP. Il s'agit d'une question sur la volonté du coénonciateur à réaliser l'ARP. Donc, il s'agit d'une question sur la volonté du coénonciateur à réaliser l'ARP. Autrement dit, l'énonciateur demande au coénonciateur s'il est d'accord pour y aller et donc pour réaliser l'ARP. Autrement dit, donc l'énonciateur demande au coénonciateur s'il est d'accord pour y aller et donc pour réaliser l'ARP. Donc, je répète, hein, on n'aurait pas pu avoir shall you go ou should you go, car shall, et donc should aussi, ne s'utilise pas à la forme interrogative avec autre chose que la première personne du singulier ou du pluriel. Ou alors dans des contextes très particuliers, donc par exemple, should they really do that? En gros, un co-énonciateur qui demanderait à l'énonciateur s'il est bien sûr du conseil qu'il va donner. Mais en règle générale, hein, surtout avec shall, c'est encore plus vrai pour shall et should ne s'utilisent pas à la forme interrogative avec autre chose que la première personne du singulier ou du pluriel. Oui, je la redis de toute façon en plus lentement peut-être. Donc shall et should, et enfin, surtout shall en réalité, hein, ne s'utilisent pas à la forme interrogative avec autre chose que la première personne du singulier ou du pluriel. En effet, ça n'aurait pas de sens. Utiliser shall dans une question avec une autre personne, ça n'aurait pas de sens parce que shall dénote un fort engagement de l'énonciateur. Donc, ça n'aurait pas de sens parce que shall dénote un fort engagement de l'énonciateur qui, quand il s'adresse à la deuxième personne, hein, donc pas à la première personne, mais quand il s'adresse à la deuxième personne ou à une autre personne, donne un ordre, une obligation avec shall. Hein. Donc ça n'aurait pas de sens car shall, quand il est conjugué, on va dire, avec une deuxième personne ou une autre personne, donc autre que la première personne du singulier ou du pluriel, dénote un fort engagement de l'énonciateur qui donne un ordre, une obligation ou un conseil, une recommandation avec should. D'accord? Donc, quand on dit you shall do that ou he shall do that, ça s'utilise plus beaucoup maintenant, hein, mais on a un très très fort engagement de l'énonciateur. L'énonciateur, il dit tu vas le faire. Shall est non congruent, il est moins congruent. Donc, en gros, c'est tu vas le faire, même si je sais que tu n'as pas envie, que ça va être compliqué, que les circonstances font que ça va être compliqué pour toi de le faire, tu le feras quand même parce que je te le dis. D'accord? Donc, très très fort engagement de l'énonciateur avec shall et donc aussi avec should, même si
on a le ED qui permet d'atténuer cet engagement, mais on a dans tous les cas un fort engagement de l'énonciateur. Donc, utiliser shall avec you, par exemple, dans une question, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Puisque l'énonciateur est très fortement engagé, il ne va pas poser une question avec shall you do that? Ça ne marche pas, ça n'a plus de sens. Vous voyez, avec I, ça marche, puisque dans ce cas-là, on a un sens d'offre ou d'interrogation sur ce qui est souhaitable. Donc, dans cette question, will you go or shall I, will you go or should I, le pouvoir est donné au co-énonciateur. Dans cette question, will you go or shall I, will you go or should I, pardon, le pouvoir est donné au co-énonciateur. Puisqu'on lui demande, es-tu d'accord pour valider la RP? Si tu n'es pas d'accord, j'y vais. Je te propose, je t'offre d'y aller. Ok, donc ça c'est une tournure idiomatique qu'un anglais utilisera naturellement. Avec should plutôt d'ailleurs. À nouveau, un chat, un Britannique, je sais pas, un Britannique qui aurait la cinquantaine va l'utiliser naturellement. Un Britannique plus jeune utilisera should naturellement. Et un Américain utilisera should. Mais cette structure en will suivie donc de should ou shall, c'est vraiment la structure idiomatique. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Donc, elle n'était pas facile, cette phrase, cette tournure-là, c'était pas facile. Je savais qu'on allait y passer du temps. Oui, je vais redire cette phrase-là. Alors, attendez, je vais relire ma préparation, sauf que j'ai modifié ma préparation entre-temps, donc je vais essayer de redire exactement ce que je vous ai dit. Shall et should ne s'utilisent pas à la forme interrogative avec autre chose, avec une autre personne que la première personne du singulier ou du pluriel. Et c'est peut-être la phrase suivante qui vous manque. Ça n'aurait pas de sens. Non, si, c'est bon. Je répète quand même la suite au cas où. Donc, ça n'aurait pas de sens comme shall dénote et should aussi dénote un très fort engagement de l'énonciateur qui va donner un ordre, une obligation quand on a une autre personne que la première personne, ou avec should un conseil, une recommandation. Donc voilà, ça n'aurait pas de sens d'avoir une question dans laquelle on aurait shall et should avec une autre personne que la première personne du singulier ou du pluriel. À nouveau, si je vous donne un exemple, si je dis attendez, je cherche un exemple où le shall, où vous pourriez vraiment bien comprendre le sens d'obligation malgré les difficultés du shall. Par exemple, on imagine que Macron est devenu anglais. You shall stay at home for the next weeks, for the next few weeks. Il pourrait nous dire ça. You shall stay at home. Pourquoi il utiliserait shall? Parce que, il sait bien que c'est compliqué, qu'on n'a plus envie de rester à la maison, qu'on n'a plus envie d'être confiné, qu'on veut faire autre chose, mais lui, il s'engage, il dit comme je suis président de la République, comme le virus est toujours là et qu'il est dangereux, moi, président, je m'engage et je vous garantis que vous allez rester à la maison. Si vous ne le faites pas, il y aura des contrôles policiers et vous aurez des amendes. Vous voyez? Donc, ça a ce sens-là, shall. C'est vraiment un sens fort et un sens un peu solennel. Donc, vous le ferez parce que je m'y engage. Je sais que vous n'avez pas envie, je sais qu'il y a des obstacles, je sais que c'est pas facile, mais moi, je vous garantis que vous allez le faire parce que je m'y engage. Et sous-entendu, parce qu'il y aura des punitions derrière. Non, je ne veux pas rester chez moi. Moi non plus, je ne veux pas. Donc, mais voilà, vous voyez, c'est le genre d'exemple dans lequel on pourrait utiliser shall. Donc, vous imaginez bien, maintenant que vous avez bien compris le sens de shall, que dans une question, ça n'a plus de sens. Shall you stay at home? Non, ça marche pas parce que shall garde ce sens de très fort engagement et d'ordre très fort.
Donc, dans une question, ça n'a plus de sens. Dans une question avec autre chose que la première personne du singulier. D'accord? Parce qu'à nouveau, avec la première personne du singulier, shall I do that or shall we do that? Là, c'est vraiment une vraie question. Est-ce qu'il est souhaitable que l'on fasse ça? Ok, ça va? Donc, on reviendra de toute façon sur shall et sur will dans le CM. Pour l'instant, on n'a fait que may et une partie de can. Après, on va voir les autres modos. Donc, on va parler de must, de will, de shall, de should, forcément. Donc, voilà, tout ça, on le reverra. Phrase suivante, si ça va. Je dois... C'est quoi ça? Non, c'est rien. Je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur, mais il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Il ne peut pas être rentré chez lui si tôt, tu ne crois pas? Bien sûr que si, il invente toujours des excuses pour partir. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer sa traduction? Elle est longue, cette phrase-là, donc on va travailler morceau par morceau. Donc, je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur. Pouvez-vous redire la correction de la phrase 6 en entier? Ah oui. Je vais vous l'écrire. Comme ça, vous l'avez tous sous les yeux. Donc, we need to, éventuellement have to, ça pouvait aller. Buy bottles, drinks, or dinner. Will you go or shall ou should I? Non, should c'est comme ça. Alors pendant ce temps-là, Clémence a fait une proposition pour la phrase, super. Donc la phrase qui est vraiment en plusieurs parties. Donc on va d'abord discuter du « je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur », mais il est parti depuis un moment, bon ça normalement ça va, et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. On va voir comment vous avez traduit ça. Il ne peut pas être rentré chez lui si tôt, tu ne crois pas. Donc là, c'est il ne peut pas sur lequel on va réfléchir. Bien sûr que si, il invente toujours des excuses pour partir. Même chose. On va voir comment on traduit tout ça. Donc, Clémence propose « I have to remind Jack to call the director. But he left a while ago and he didn't tell me when he would be back. You don't think he could be home so early, do you? Of course he could. He's always making up excuses to leave. Okay. Camille propose, I have to remind Jack to call the director, but he has left for a while and he didn't tell me when he's back. He cannot go back home so early, don't you think so? Of course he can. He's always inventing some excuses for leaving. Ok. Alors, on va comparer vos deux énoncés. Après, en prenant morceau par morceau, si vous avez d'autres solutions, les autres, n'hésitez pas à les proposer. Donc, le début. Première phrase. I have, vous proposez toutes les deux. I have to remind Jack to call the director. Qu'est-ce que vous en pensez? Les autres. Est-ce que have to fonctionne? Est-ce que vous aviez pensé à autre chose? Donc, juste pour la première phrase, juste pour le have to. Et la première phrase, donc je dois rappeler à Jack d'appeler le directeur. I must make Jack remember. Alors, la structure causative ici, make Jack remember, non. Donc, effectivement, le verbe qu'on va utiliser, c'est remind. Rappeler à quelqu'un de faire quelque chose, ce sera remind et pas make him remember. Mot à mot, un anglophone va vous comprendre, parce que mot à mot, on comprend le sens, mais c'est pas une tournure qu'un anglophone va utiliser. I must remember ou ing Jack. Chloé, je comprends pas ce que vous voulez dire. Have to, c'est bien parce que c'est pas une grande responsabilité, car c'est d'abord à Jack d'appeler. D'accord, oui, ok, je comprends ce que vous voulez dire. On va revenir là-dessus. Chloé, qu'est-ce que vous voulez dire par I must remember ou ing Jack?
Je comprends pas. J'ai dû faire un mauvais sens. D'accord. Vous vous demandez si vous pouviez mettre I must remembered ou I must remembering, c'est ça? Ok. Alors attention, dans tous les cas, c'est pas bon. Must est un modal et donc les modaux sont toujours suivis d'une base verbale. Donc impossible d'avoir ni ed ni pardon, impossible d'avoir ed ou ing après le must. Impossible. Ok. Maintenant, est-ce qu'on pouvait avoir must? Puisque donc vous avez proposé have to. Elisa a justifié have to en disant que finalement c'est pas une si grande responsabilité. Le je n'a pas une si grande responsabilité puisque finalement c'est Jack qui doit appeler le directeur, donc c'est Jack qui a la plus grande responsabilité. Alors est-ce que ça marche pour justifier have to? Et est-ce qu'on pouvait malgré tout avoir must? Donc, avec la même structure, I must remind, avec le verbe remind. Attention, hein, donc, remember, c'est se rappeler de quelque chose, se rappeler soi-même, se souvenir de. Remind, c'est rappeler à quelqu'un de faire quelque chose, ou rappeler quelque chose à quelqu'un. Alors, est-ce que must était possible? Du coup, comme j'ai parlé après, je ne sais pas si vous avez retenu la question. Est-ce qu'on pouvait avoir must? Est-ce qu'on peut imaginer un contexte où must fonctionne? Je pense que must fonctionne parce que si on ne le rappelle pas à Jack, on aurait notre part de responsabilité. C'est nous qui rendons la chose possible. Ok. Alors attention, c'est pas totalement une histoire de responsabilité. Donc je comprends ce que vous voulez dire par cette histoire de responsabilité, que finalement c'est Jack qui a la plus grande responsabilité ici. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui va vraiment justifier notre utilisation de have to ou de must. Souvenez-vous, l'élément principal, c'est la source de l'obligation. Donc, on utilise have to quand l'obligation est objective. Elle vient des circonstances ou de la loi ou d'une règle générale. Okay, alors qu'avec must, l'obligation est subjective. C'est quelqu'un qui donne l'obligation et qui donne clairement un ordre. Voilà, c'est ça, Elisa. Effectivement, là, si là, les deux étaient possibles. I have to, ce serait, finalement, ça fait partie de mon boulot. Je suis secrétaire ou je suis l'assistant de Jack. Et donc, c'est mon job de lui rappeler, d'appeler le directeur. Aujourd'hui, je dois faire ça. Ça fait partie de mon travail. I have to do it. OK? Par contre, on pourra utiliser must aussi. Donc, I must remind Jack, etc. Dans un contexte où, si j'oublie, je suis dans le caca parce que c'est le directeur qui m'a demandé de le faire, il m'a donné cet ordre et je dois vraiment le faire. Et là, on sent bien que le mec il est un peu stressé parce que Jack, il est introuvable. Jack, il est parti depuis un moment et il n'a pas dit quand il serait de retour, etc. Donc, voilà, le jeu, la personne qui parle, si on sent qu'elle est stressée et qu'elle a eu un ordre direct du directeur, on pourra utiliser must. I must do it. Donc, must, c'est vraiment faut que je le fasse, je dois absolument le faire, sinon je me fais virer, quoi. Donc, c'est vécu, à nouveau, un must, c'est plus dramatique que have to. C'est vécu dans l'instant, vécu de façon forte. Ok? Donc là, les deux étaient possibles, mais vraiment, la justification, c'est pas la part de responsabilité, c'est d'où vient l'obligation. Est-ce que c'est une obligation tout simplement hiérarchique, ou dans notre position au niveau du travail, c'est notre boulot parce qu'on est l'assistant, donc on doit rappeler les choses, c'est comme ça. Ou est-ce que c'est une obligation parce que le directeur a dit tu dois vraiment faire ça et on a un sens de pression. Alors, je remonte sur vos propositions, on va continuer avec la suite. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'utilise un remind someone to do something. Normalement, la structure de base, c'est remind someone of doing something. Donc, normalement, si on veut vraiment être précis, mais c'est vrai que ça s'utilise, vous le savez, l'anglais
les langues en général, et l'anglais encore plus, évoluent très vite. Et il y a des structures grammaticales qui n'étaient pas correctes il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et aujourd'hui, elles le sont. Moi, quand je faisais mes études, on me disait que c'était pas correct. Remind someone to do something. Aujourd'hui, ça s'utilise. Ça, il n'y a pas de problème. Mais normalement, la structure de base, c'est remind someone of doing something. Alors, phrase suivante. Votre microphone semble être bruyant. Ah oui, je suis en train de parler en même temps. Donc, phrase suivante. But he left a while ago and he didn't tell me when he would be back. Donc, ça, c'est proposé par Clémence. Camille propose, but he has left for a while and he didn't tell me when he's back. Alors, on va commencer, il y a plusieurs choses dans cette phrase. Donc, on commence par la première partie. He left a while ago ou he has left for a while. Est-ce que les deux sont corrects ou est-ce qu'il n'y en a qu'une seule qui est bonne ou est-ce qu'il n'y en a aucune qui est bonne? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, he left a while ago ou he has left for a while. Prétérite car on a une... C'est quoi CCT? Circonstancielle? Oui. Il n'y a pas de circonstanciel. Non, mais il est parti depuis un moment. Il n'y a pas de proposition circonstancielle de temps. Peut-être que vous voulez dire depuis un moment. Alors, depuis un moment, effectivement, c'est un marqueur temporel. C'est un groupe prépositionnel qui est marqueur temporel ici. Mais le fait d'avoir depuis, normalement, ok, donc c'est ça dont vous parliez. Alors c'est vrai que oui, c'est un adverbial de temps. Oui, vous pouvez dire circonstanciel de temps. C'est parce que moi, circonstanciel, je l'utilise beaucoup plus pour les propositions. Alors là, c'est pas une proposition, hein, c'est un groupe prépositionnel. Mais bon, si vous l'avez appris comme ça, oui, pourquoi pas. Bref, c'est donc un marqueur temporel, un adverbial de temps, c'est vrai. Mais normalement, depuis un moment, ça devrait vous faire justement penser pas au prétérit, mais à have an. On utilise have an car il est parti depuis un moment et ça a des conséquences sur le présent. Oui, alors have an, effectivement, ça marche. À cause de depuis, tout simplement, il est parti depuis un moment, ça veut dire que il est parti dans le passé et qu'il est toujours absent. Il est pas revenu. Donc, ça fonctionne. Le have an fonctionnait sans problème. Donc, he has left for some time ou he's been away for some time, he's been gone for some time, ça fonctionnait. Maintenant, la proposition de Clémence, c'est ça, he left a while ago, pourquoi pas? Ça fonctionne et pour le coup, et c'est peut-être pour ça que vous avez utilisé cette forme-là, vous avez plus l'habitude de l'anglais américain en général, vous regardez plus de séries et de films américains, je pense, en général. Et donc, un Américain va utiliser le prétérit. Alors, pas avec for ou since, hein, mais il utilisera cette tournure-là. But he left a while ago, some time ago. Ok, donc, ça marche avec ago. Par contre, attention, si vous utilisiez for some time, for a while, il faut du have an, hein, nécessairement. Donc là, les deux étaient possibles à nouveau. Hein, normalement, si on veut être précis dans la traduction, ce sera plutôt he has left, he's been away for some time. Mais he left a while ago, ça marche. Et un Américain utilisera forcément cette tournure-là. Même un Britannique, à l'oral, il utilisera peut-être plus facilement cette tournure-là. Attention par contre, pour la suite de la phrase, si vous utilisez du prétérit, but he left a while ago and he didn't tell me, là on est bon. Par contre, dans la proposition de Camille, but he has left for some time. D'ailleurs, plutôt, he has been away for some time. He has left for some time. Oui, si, c'est bon. He has left for some time, c'est bon, pardon. And he didn't tell me, ça marche pas.
puisque he has left, en fait, on a du have n au présent. Donc, didn't, ça marche pas. Il faudrait but he has left for a while and he hasn't told me. D'accord? Donc là, c'est tout simplement de la concordance des temps. Le present perfect, have n au présent, c'est du présent. Même si on va le traduire par du passé en français, en anglais, c'est considéré comme étant un time passé, mais un tense présent. Donc, have n au présent, le present perfect, c'est du présent. Donc, pour la suite de la phrase, he has left for a while and he hasn't told me. Et pas he didn't tell me, ça marche pas. Ça va, ça c'est clair? Oui, ok. Je continue toujours sur la suite de la phrase parce que là c'est intéressant, on a aussi deux propositions différentes. C'est vraiment bien, là vos deux propositions elles se complètent et c'est pour réfléchir aux phrases c'est nickel. Donc Clémence propose donc, but he left a while ago and he didn't tell me when he would be back. Donc on a le would. Et Camille propose but he has left for a while and he hasn't told me, je corrige du coup, he hasn't told me when he is back. Donc là cette fois-ci Camille propose la phrase sans modal et avec du présent simple pour be. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on aura will ou pas? Enfin, would ici parce qu'on est dans un contexte passé. Est-ce qu'on aura would ou pas would? Alors, il sera de retour dans le futur. On ne peut pas utiliser de modal si on a une circonstancielle introduite par when, donc du présent simple. Would, possible qu'il revienne, et pas would, futur, il va revenir. Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites, Raphaël. Effectivement. Enfin. Oui, si, oui. Alors, Camille, ce que vous dites, c'est vrai aussi. Quand on a une circonstancielle de temps introduite par when, ou d'ailleurs par un autre marqueur temporel, on n'utilise pas will, puisqu'une circonstancielle de temps est un repère, et on ne met pas de doute dans un repère. Mais la question ici, c'est est-ce qu'on a une circonstancielle de temps? Il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Est-ce que quand il serait de retour sert de circonstance temporelle, de marqueur temporel pour le procès il ne m'a pas dit? Je vais vous donner un autre exemple. Quand on sera déconfiné, j'irai en Angleterre. Quand on sera déconfiné est une circonstancielle de temps. On est déconfiné, vous allez me dire, mais quand tout sera fini, j'irai en Angleterre. Donc, quand tout sera fini est une circonstancielle de temps. C'est un repère, d'accord? Un repère temporel. Quand on aura atteint ce moment-là, je voyagerai, j'irai en Angleterre. D'accord? Donc, quand on sera déconfiné ou quand tout sera fini, on ne peut pas mettre de doute parce que c'est le repère sur lequel je me base pour prédire j'irai en Angleterre. D'accord? Ça, c'est une circonstancielle de temps. Est-ce qu'on a la même chose dans cette phrase? Mais il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Est-ce que quand il serait de retour est le repère temporel du procès il ne m'a pas dit?
Futur hypothétique, prédiction, donc non, pas un repère. Oui. Ça ne joue pas le rôle d'un repère temporel. Effectivement. Alors, futur hypothétique, oui, vous avez raison. On va essayer de parler de ça de façon plus concrète. On va utiliser vraiment la grammaire, là, pour le coup, pour justifier l'emploi ou non de will. Il ne s'agit pas d'une circonstancielle de temps. Donc ici, quand il... attendez, j'ai perdu ma phrase. Quand il serait de retour, de toute façon, déjà, c'est pas quand il sera de retour, c'est quand il serait de retour. Bon, ça, c'est plus de la concordance des temps, mais... mais c'est pas une circonstancielle. Là, si on avait une circonstancielle, ce serait, par exemple, quand il sera de retour, il appellera le directeur. Donc là, c'est un repère temporel. Nous, dans notre phrase, c'est « il ne m'a pas dit quand il serait de retour ». Donc, ce n'est pas une circonstancielle de temps. D'accord c'est pas quand il serait de retour, virgule, il ne m'a pas dit qu'il ferait ça. Ça ne veut rien dire. Vous êtes bien d'accord? Donc, ce n'est pas une circonstancielle de temps. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez, vous n'aurez peut-être pas les termes précis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer de quel type de proposition il s'agit? C'est une subordonnée, oui. Non, c'est pas une condition. Bon, je vais vous le dire parce que c'est peut-être un peu compliqué ça. Alors, il s'agit d'une complétive, donc tout simplement complétive du verbe dire, qui est donc COD. Il ne m'a pas dit quoi, il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Et ici, il s'agit même d'ailleurs en quelque sorte d'une interrogative indirecte. Il nous manque une information. Il ne m'a pas dit quand il reviendrait. Il ne m'a pas dit à quelle heure il va revenir. D'accord? Donc, on a en quelque sorte une interrogative indirecte. Ce n'est pas une... Pardon, une... oh mince, j'ai mal à la gorge, pardon, j'arrive pas à parler, ça se coince. Ce n'est pas une circonstancielle de temps, c'est pas un marqueur temporel, d'accord? C'est pas un repère temporel. C'est une interrogative indirecte, complétive, COD, du verbe dire. Donc, c'est ce que Raphaël disait tout à l'heure. Ici, dans « il ne m'a pas dit quand il serait de retour », il y a du doute. On ne sait pas quand il reviendra. On ne sait même pas s'il va revenir. On le sent bien, hein, là, l'énonciateur, il ne sait vraiment pas si Jack va revenir. Donc là, il y a du doute. Donc là, on utilisera would. Est-ce que vous avez compris ou pas? Je ne suis pas sûre d'avoir été bien claire dans mon explication. Donc normalement, en relisant la phrase, vous devriez le sentir. Hein. C'est pas un repère temporel. Il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit quand il serait de retour. Quand il serait de retour n'est pas un repère temporel sur lequel on se base pour situer le procès. C'est ça une circonstancielle de temps. Hein. C'est un repère temporel qui va nous aider à situer le procès dans le temps. Or là, c'est pas du tout ça. Quand il serait de retour ne nous aide pas à situer quand va se passer le procès dire. Ça n'a aucun sens. Ça va? Donc ici, comme ce n'est pas un repère temporel, il y a du doute. Peut-on remplacer when par F? Là, c'est la même chose en français. Il est parti depuis un moment et il ne m'a pas dit s'il reviendrait. C'est pas exactement la même chose. Là, l'énonciateur, il a encore de l'espoir. Il pense encore qu'il va revenir, mais il ne sait pas quand. Si vous remplacez when par if, dans ce cas-là, il n'est même pas sûr qu'il va revenir du tout. Bon, on comprend bien dans la suite, hein, dans la phrase suivante, il ne peut pas être rentré chez lui si tôt, tu ne crois pas? On comprend bien qu'il a quand même un doute. Hein, il se demande vraiment s'il va revenir ou pas. Mais quand il ne m'a pas dit quand il serait de retour, c'est
Là, il demande à quel moment il va revenir. Hein. Il a encore un petit doute. Donc, si vous remplacez par if, c'est un parti pris. Vous transformez un petit peu, enfin, vous interprétez la phrase. Donc, ça, là, si c'est bien clair dans un texte de thème, je suis pas sûre qu'on puisse vous le reprocher. Parce que ici, bon, bah, on comprend bien que finalement, il a quand même le doute. Hein. Mais bon, nous, on essaie de traduire vraiment de la façon la plus précise possible. Est-ce que ça va, les autres? Est-ce que vous avez compris pourquoi on allait mettre would? Est-ce que vous arrivez à voir qu'il ne s'agit pas d'une circonstancielle de temps en lisant la phrase? Ok, donc j'ai 2 oui, j'attendais voir si on avait plus. Les autres qui répondent pas, c'est parce que c'est non ou parce que vous y réfléchissez encore ou parce que vous avez lâché le cours et que vous êtes parti vous faire un café ou faire une sieste? Non, ça va, ok. Bon, ok, super. On en reparlera en CM, hein, mais bon, c'est un point qui est quand même assez compliqué parce qu'il faut avoir des bonnes bases d'analyse grammaticale, vraiment de la grammaire, savoir savoir reconnaître les différentes propositions. C'est ça qui est compliqué. Ok, bon, bah, c'est super si ça va. On continue, toujours avec cette phrase. Donc, je remonte à nos 2 propositions de tout à l'heure. Donc, ici, on garde le would. Hein. Alors, partie suivante, Clémence propose « You don't think he could be home so early, do you ?» Et Camille propose « He cannot go back home so early, don't you think so ?» Qu'en pensez-vous? Donc, dans les 2 cas, on a can. Clémence utilise could, donc can au prétérit. Camille utilise can au présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, juste, Camille, le don't you think so, c'est un peu bizarre ici hein, dans la formulation. On aura plutôt you don't think comme Clémence l'a formulé, donc you don't think en proposition principale et la suite en complétive, plutôt que don't you think so. Ça fait un peu bizarre là. Comme c'est du discours direct, c'est mieux de dire can. C'est pas une histoire de discours direct. Effectivement, on aura plus souvent que d'un discours indirect à cause de la concordance des temps, justement, du discours indirect. Mais c'est pas une histoire de discours direct ou indirect. On ne mettrait pas plutôt would. On va y revenir. On va réfléchir à would, du coup. Oui, Reda, effectivement, si vous gardez can, je reviens sur la phrase... attendez, je vérifie. He can't have gone home so early. Early, pardon. J'ai perdu les propositions. Non, je suis remontée trop... Ah non. J'ai été trop vite. Effectivement, si je reprends la proposition de Camille avec can, il manque ici un décalage dans le passé. Si vous dites he cannot ou can't go back home so early, c'est il ne peut pas rentrer chez lui si tôt, là maintenant. Or, dans notre phrase, c'est il ne peut pas être rentré. Donc, il faut décaler d'un cran dans le passé. D'accord? Donc, he can't have gone home so early. Maintenant, donc, si on prend la proposition de Clémence, you don't think he could be home so early.
Alors là, du coup, comme vous avez utilisé be et pas go, ça marche. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de mettre have en, pas parce que vous avez utilisé could à la place de can, hein, mais parce que vous avez utilisé be home et pas go home. Si vous aviez utilisé go home, you don't think he could go home so early, ça ne marchait pas. Hein. Ça aurait été aussi he could have gone home. Ok. Là, si vous dites he could be home, bah c'est oui, il est rentré, sous-entendu, il a déjà fait la route et il est chez lui. Donc ça marche. Alors maintenant, la différence entre can et could, c'est pas une histoire de discours direct ou indirect. Ça va être une question de. C'est pas non plus une question de congruence parce que can et could, c'est le même modal. C'est le modal can, sauf qu'avec could, on a ajouté ed, donc c'est congruent dans les deux cas. Can au présent, c'est comme s'il n'en était pas capable, alors que could est plus parce qu'on le connaît. Non. Parce que dans les deux cas, il y a une question de capacité et effectivement de connaissance de caractéristiques du sujet. Dans les deux cas. Non, ici, il faut prendre les choses de façon très simple. Could, je vais vous le noter d'ailleurs, could, c'est can plus ed. Souvenez-vous, normalement, vous l'avez vu au semestre précédent, il me semble que vous me l'avez dit, ed peut avoir trois valeurs différentes. Ça peut être chronologique, temporel, concordance des temps ou ajustement syntaxique, c'est la même chose, ou contrefactuel. Contrefactuel, qu'on peut aussi appeler irréel, déréalisant, etc. Donc, autrement dit, quand il est contrefactuel, il rajoute du doute. D'accord? Dans notre phrase, je remonte. You don't think he could be home, he could have gone home, so early. Est-ce que c'est du passé? Tu ne penses pas qu'il peut être qu'il peut être rentré chez lui ou il ne peut pas être rentré chez lui si tôt, tu ne crois pas? Est-ce que c'est du passé? Le jugement, il ne peut pas. Non, c'est pas du passé. Donc, le ED n'est pas chronologique ici. Voilà, c'est du présent. Donc, le jugement, la capacité, entre guillemets, hein, le pouvoir ici, il ne peut pas. C'est pas du passé, c'est du présent. Donc, si on utilise could, ça veut dire que dans notre could, le ED sera nécessairement contrefactuel, irréel, déréalisant, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Ce sera un ED contrefactuel, c'est-à-dire un ED qui ajoute une dose de doute. D'accord? Donc, de façon très simple, on ajoute une dose de doute au can. Donc, si on utilise could, you don't think he could be home, on est moins sûr que si on dit you don't think he can be home. Ok? Donc, effectivement, could, comme Elisa le disait, ce sera un peu une hypothèse. He couldn't be home so early, could he? Ok? Alors que si on dit he cannot be home so early, can he? Dans ce cas-là, c'est non, vraiment, il peut pas, c'est pas possible. Puis bon, à la fin, on se dit si, tu crois que si, c'est possible. Hein, donc c'est vraiment avec Kant, c'est non, il peut pas. Enfin, franchement, c'est pas possible. À cette heure-ci, il est au travail, c'est pas possible. Alors qu'avec could, ce serait oh, il pourrait pas quand même. Enfin, vous voyez, on est moins sûr. Bon, il y a plus de doutes. C'est pas non, c'est sûr, c'est pas possible. Vu l'heure qu'il est, c'est pas possible. C'est il pourrait pas, il oserait pas. Vous voyez, on rajoute une dose de doute. Ça change pas grand-chose, hein, mais on ajoute une dose de doute avec could. Ici, les deux étaient possibles. Mais bon, comme en français, on a du présent pour il ne peut pas et que juste derrière, on a tu ne crois pas, donc on doit poser quand même la question. On peut rester sur du can, hein, sur du présent, ça marche et on n'a pas besoin d'ajouter une dose de doute. Ok, donc on a solutionné ce problème. Alors tout à l'heure, c'était qui? Morgane, je crois, proposait would. Est-ce qu'on pouvait avoir would? Ou Morgane, pourquoi vous proposez would? Comment vous justifiez?
Et s'il y a d'autres personnes qui ont utilisé would, hein, comment vous le justifiez? Morgane n'est plus là. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Est-ce que would était possible? Donc, si je reprends les phrases et que je les lis avec would, alors je remonte. He wouldn't have gone home so early. Ou you don't think he would be home so early, do you? Est-ce que c'est possible? Alors, Morgane propose He wouldn't have gone home so early, would he? Pour dire que l'énonciateur ne le pense pas capable d'être rentré chez lui, mais il demande confirmation. Ok. Alors, effectivement, would, alors, il est moins évident que can ou could dans cette phrase, mais c'était possible. Parce que, on va le voir, would peut avoir un sens de caractéristique du sujet, tout comme can. Donc, c'était possible, mais à nouveau, hein, c'était moins bien que can ou could. Ok? Donc, would était possible. Donc, comme Morgane l'a formulé, effectivement. Alors, là, les deux formulations fonctionnaient hein, tout à l'heure. Clémence, je crois, je ne sais plus les deux formulations, mais une des deux personnes avait proposé You don't think he could have gone home so early, do you? Donc, you don't think à la fin, do you? Pourquoi pas? Ou alors, on reformule avec le modal comme l'a proposé Morgane ici, donc avec would ou can. Hein, he can't have gone home so early, can he? Ok? Donc je répète, hein, soit vous utilisez you don't think littéralement, puisque c'est il ne peut pas être rentré chez lui plus si tôt, tu ne crois pas. Donc vous utilisez you don't think, do you à la fin quand même. Ou alors vous utilisez la forme avec le modal et can he or would he à la fin. Je vois l'heure qui tourne et je ne veux pas finir cette phrase à l'arrache parce que vous aviez proposé deux choses différentes à la fin. Alors, attendez, je retrouve vos propositions. Il me semble hein, que vous avez proposé des choses différentes. Ah non, vous avez toutes les deux proposé du ing. Je pensais qu'il y en avait une qui a proposé du présent simple et l'autre du ing. Mais bon, quand même, ça veut dire qu'il faut qu'on y réfléchisse. Je vous propose d'arrêter le cours là. Donc, on n'a pas fini cette phrase-là. Donc, je vous laisse sur ces différentes pistes de réflexion pour la semaine prochaine. Comme ça, c'est bien. On a fait une partie du boulot et vous allez pouvoir réfléchir à la fin. Donc, je vous rappelle quand même que je vais vous donner quand même le début de la correction pour être sûr que voilà, vous avez quand même une bonne partie pour réfléchir aux bonnes choses. Donc, on a pour l'instant réglé les problèmes de I have to ou I must. Les deux étaient possibles, hein, souvenez-vous, selon le contexte. Remind Jack of calling ou to call, hein, maintenant ça marche, the director. But he left some time ago or a while ago, ça marche. And he didn't tell me when he would be back. C'est ça? Je suis en train de d'écrire sans faire attention. Oui, si, c'est bien ça. Autre proposition. He has left. He has been away. Donc, left ou been away for some time.
and he hasn't told me when he would be back. Alors là, le would, pour le coup, c'est pas forcément un ED de concordance des temps, c'est un will désactualisé avec le ED. Il m'a pas dit quand il serait de retour, il y a une notion de doute. He's been away for some time, hasn't told me when he will be back. Ouais, il faut le doute, avec will, ça fonctionnait pas. Donc pour l'instant, on a ça. Pour la suite, bon, je peux vous mettre aussi, he can't have gone home so early. Can he? Ou alors, he couldn't have gone home so early. Could he? C'est moins bien que can. Ou alors, he wouldn't, moins bien aussi. Donc là, on est dans l'ordre, la meilleure solution, c'est la première et après, c'est moins bien. Mais ça reste correct. C'est moins, ça correspond moins au sens de la phrase, mais ça reste correct. He wouldn't have gone home so early, would he? Et donc, autre proposition, comme l'avait fait, je crois que c'est Clémence, you don't think he could, do you? Voilà, donc, continue, parce que j'ai pas été au bout de mon explication. Donc, essayez de trouver, donc ça c'est vos devoirs pour la semaine prochaine, en plus de préparer les autres phrases, quel est le sens de can, ici, celui de would, et pour la phrase suivante, réfléchissez à l'emploi de ing. Est-ce que vous avez tous mis ing? Est-ce qu'on pouvait mettre autre chose? Pourquoi on peut mettre ing ou pas, etc. Ok, comme ça, on reprendra là-dessus. Je vais le noter parce que sinon, d'ici la semaine prochaine, j'aurais oublié. Ça va, c'est clair? Oui? Ok. Et donc, évidemment, vous continuez à préparer les phrases suivantes. Ok. Si tout est clair, je vais vous laisser là-dessus. Et donc,